Finale NBA, Denver Nuggets, Miami Heat. En fait, depuis que les Lakers sont éliminés, j'étais en train de faire mon deuil. J'ai hésité à savoir si je dois couvrir ces finales ou pas, mais je suis fair play, je suis bon joueur, du coup, me voici qui tourne cette vidéo parlant des finales NBA qui affrontent notamment, comme j'ai dit auparavant, les Denver contre Miami. Avant de me lancer directement dans la finale, je fais un récapitulatif vite fait des finales de conférence, tant du côté ouest que du côté est. Côté ouest, pour commencer, la finale qui m'a fait le plus mal parce que, comme vous le savez, je suis supporter des Lakers et on s'est fait salement sweeper par des Nuggets. Il n'y a rien à dire, ils étaient forts sur tous les points du jeu, que ce soit leurs stars qui ont répondu présent, leur second couteau, leurs role players qui ont répondu présent. Domination absolue du début jusqu'à la fin, malgré la présence d'un LeBron James, d'un Anthony Davis en face. Malheureusement, on était trop court ou heureusement pour les Nuggets, ils étaient tout simplement trop forts. Jokic, bien évidemment, qui a remporté le nouveau trophée. Nouveau trophée, ça fait, c'est quoi? C'est la deuxième année. Qui a remporté le trophée de meilleur joueur de la conférence Ouest. Passons à l'Est. De l'autre côté, à l'Est, c'était beaucoup plus tendu, en sachant que Miami a commencé par un départ tonitruant avec une avance de 3-0. L'histoire était du côté de Miami, en sachant que aucune équipe auparavant n'avait su remonter un déficit, un écart de 3-0, 3 matchs à 0, en sachant que ça se joue à 4 matchs. Le premier arrivé à 4 a gagné. Et du coup, ils avaient cette avance, malheureusement ou heureusement, pour Denver, malheureusement pour Miami. Je ne sais pas, ça dépend de quel côté vous vous placez. Les Celtics, pardon, j'ai dit Denver auparavant, les Celtics, Boston, ils étaient à ça de faire l'exploit, c'est-à-dire ils ont mis le doute, ils ont instauré le doute dans la tête de Miami et ça se ressentait en fait, du point de vue où cette avance cette avance de 3-0 est quittée de 3-0 à 3-1, du coup la statistique passait à 3-1. Et c'est quitté de 3-1 à 3-2. Et pire encore, c'est quitté de 3-2 à 3-3. Au vu du momentum que les Celtics avaient, on se disait, OK, les Celtics, ils ont retrouvé leur ADN. Parce qu'on sait, une équipe de Celtics en forme, une équipe de Miami en forme, jamais de la vie Miami ne peut passer. On se disait en plus de cela que oui, Game 7 Tatum, is real. Game 7 Tatum, il est sérieux, il est toujours performant, du moins dans tous les Game 7 qu'il a joué. Malheureusement, dans ce Game 7, dans ce match 7 contre les Heat, Jimmy Butler, Caleb Martin et Duncan Robinson, plus ou moins, en ont décidé autrement. Ils ont dit, OK, c'est bien beau, vous avez instauré le doute, mais on a, dans ces playoffs, nous sommes tout simplement intenables. Et c'est ainsi que Miami, ils ont emporté le Game 7 et ils se retrouvent en finale NBA avec un Jimmy Butler naturellement. Malgré que, bien sûr, il y avait le doute entre Caleb Martin et Jimmy Butler. Mais malgré tout ça, Jimmy Butler il se retrouve nommé meilleur joueur de la conférence Est. C'est entraînant cela, on retombe à la finale. La finale. C'est-à-dire Nikola Jokic, d'une part, qui a fini en 4 matchs sweep total. Ils ont eu 10 jours de repos. Et un Jimmy Butler et les Miami Heat qui ont fini sur les rotules. Vu que Boston a réussi l'exploit de les amener à un Game 7, sachant qu'ils partaient de 3-0. Ils ont réussi l'exploit à amener Miami à un Game 7 et ils ont dû laisser des plumes, ce qui fait que le repos, contrairement à Denver, est moindre. Je crois que c'est du genre 2 jours. Le jour où je tourne la vidéo, on est vendredi, en sachant que le Game 1 s'est déjà joué et je connais déjà le résultat que je vais vous dire. Bref, c'est pour ça que je tourne la vidéo. En sachant que justement, ils avaient peu de repos, peu de jours de repos. Je dirais c'est quoi? Ils ont eu 2 ou 3 jours de repos, en sachant que les Denver, ils ont eu 10 jours de repos. Maintenant, ça dépend de l'interprétation de tout un chacun. Ceux qui sont du côté, les fans de Miami, ils peuvent dire, OK, on a eu 3 jours de repos, mais on est en rythme, en sachant qu'on sort d'une série, on est toujours autant concentré. Le Game 1 qui s'est joué cette nuit, à savoir dans la nuit de jeudi à vendredi, côté européen et partout dans le monde, bref, on s'en fout. Ce Game 1, on se disait, ouais, comme je le disais tantôt, on se disait, OK, Denver, ils vont entrer tout doucement dans leur match, vu qu'ils sont relâchés tout. Et Miami, les Miami Heat, ils sont censés les rentrer dedans dès le début. Mais que nini, rien à voir, c'était plutôt l'inverse. Denver qui confirme plus ou moins que effectivement, ce sont eux les favoris, ce sont eux qui sont en position dominante. Du point de vue de leur parcours, ils ont roulé sur toute la conférence Ouest. Et la preuve, dans ce premier match, la tendance continue en fait. Ils n'ont pas fait dans la demi-mesure.
en sachant que Miami en face, on sait que c'est une équipe qui dure au match, c'est une équipe qui te rentre dedans, mais rien du tout. Les Denver sont tout simplement trop forts. Il y a une statistique, il y a des stats qui sont un peu probables. À la mi-temps, notamment, à la mi-temps, vous vous rendez compte que Denver, ils affichaient déjà 4 joueurs minimum, 4 joueurs en double digit, qui avaient double, on dit ça comment, c'est double chiffre, qui étaient déjà à plus de 10 points et plus à la mi-temps, en sachant que ces 4 joueurs sont notamment ceux qui me reviennent à l'esprit là vite fait. Il y a Jamal Murray qui avait plus de 10 points. Il y avait bien sûr Nikola Jokic qui avait plus de 10 points et qui avait 10 assists déjà à la mi-temps. Il y a Michael Porter Jr. qui avait déjà 10 points plus. Il y a Aaron Gordon qui avait déjà 10 points plus. Alors que du côté de Miami, il n'y a que Bam Adebayo qui faisait son effort. Et encore, c'était compliqué. Caleb Martin et Max Strus, les héros des saisons, les héros des séries précédentes, pardon, ils étaient introuvables. Ils étaient introuvables, catastrophiques. C'était compliqué pour eux. Jimmy Butler, c'est Jimmy Butler qu'on connaît, c'est pas Jimmy Bucket. Du coup, quand c'est Jimmy Butler qui joue, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Il passe à cette équipe de Denver. Les équipes d'en face, généralement, s'ils veulent l'emporter, ou du moins s'ils veulent rester proches, ils doivent jouer leur meilleur basket. Et si Miami a des trous d'air comme ça, mais en face, ils punissent direct. Ils punissent quand tu as un Nikola Jokic, Jamal Murray à la baguette, et quand tu as des seconds couteaux, des role-players qui ne ratent pas, qui ne blaguent pas, mais c'est compliqué. Peu importe qui t'es en face, ils nous l'ont montré durant toutes les séries précédentes que pour les battre vraiment, tu dois dérouler ton meilleur basket, tu dois faire ta meilleure partition, sinon c'est mort. Une autre stat un peu plus probable, c'est que, je crois, en termes du quatrième quart-temps, la stat est sortie que Jamal Murray et Nikola Jokic, à eux deux, ils combinent, ils ont produit 69 points, alors que toute l'équipe de Miami était à 63 points. C'est pour vous montrer à quel point la domination de Denver, notamment au travers de leurs deux superstars, était très, très, très probante. Ils ne pouvaient rien faire du tout. C'était limite, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est juste ce à quoi on s'attendait, en fait. Miami est habitué à déjouer les pronostics, mais cette fois, c'était, je dirais, la marche est un peu, du moins dans ce match, la marche était un peu trop haute. Et une autre stat encore plus probante, toute l'équipe de Miami, pardon, durant tout le match, ils n'ont chuté que, ils ne sont partis sur la ligne des lancers francs à 2 reprises. Ils ne sont partis sur l'ensemble de tout le match. C'est-à-dire, ils ont joué 48 minutes. Ils sont partis sur la ligne des lancers francs à 2 reprises. Ça montre à quel point non seulement la défense en face est très intelligente, ils commettent moins de fautes et ils punissent. Ils punissent directement, ils punissent, c'est trop. À un moment donné, je crois, troisième quart-temps, il y a, comment il s'appelle, Island, Ice Kyle, je sais pas, bref, un joueur, comme d'habitude, ils sortent des joueurs de leur poche. Ils ont sorti ce Island, Ice Kyle, ou c'est quoi son nom, je sais plus. C'est lui, limite, qui les maintenait à flot. Et qu'est-ce que c'est que maintenir à flot? Maintenir à 10 points d'écart, parce que les gars se jouent 12, 15 points et plus. Mais il les a maintenir à 10 points, plus ou moins 10 points d'écart. Pourquoi? Parce que comme il était nouveau, je peux dire, comme ça, il n'était pas scouté. Du coup, il y avait cet effet de surprise. Il prenait ses shoots à 3 points, il répondait, ses petits mid-range, ses petits trucs 3 points. Je crois qu'il est monté à 20 points et plus, un truc comme ça. Mais la question qui se pose, c'est que ce Island ou Ice Sky, au match 2, vu qu'il sera scouté, analysé, est-ce qu'il sera capable de reproduire les mêmes performances en sachant qu'il est attendu? C'est une autre histoire. C'est pour ça que dans une équipe, il y a des superstars, il y a des role-players et il y a des bouts de rotation, parce que c'est clairement un bout de rotation. Mais bon, de ce qu'on a vu de ce premier match, en tout cas, le truc à retenir, c'est domination totale des Denver. Et c'est pas comme s'ils ont sorti un match fameux. C'est vraiment pas comme s'ils ont sorti un match fameux. Ils n'ont pas forcé sur leur talent. Ils sont tout simplement trop forts. Je ne vois vraiment pas, de mon point de vue, je ne vois vraiment pas comment les Miami Heat ils peuvent battre cette équipe. En sachant que si une des deux stars n'est pas en forme, il y aura toujours minimum deux joueurs, deux role-players qui vont prendre le relais. Et en sachant que les deux stars aussi ne peuvent pas tomber, ne peuvent pas ne pas être en forme au même moment. C'est trop, il faut trop de conditions pour que les Miami réussissent à battre cette équipe. C'est vrai, durant tout leur round de playoff, que ce soit du point de vue des Bucks, que ce soit du point de vue de New York, plus ou moins, on ne compte pas trop, mais du point de vue des Bucks et des Celtics, ils ont réussi l'exploit. Mais il faut noter aussi que
Ils ont réussi ces espoirs parce que d'une part, les Bucks, ils n'étaient pas en forme. C'est pas la faute de Miami, mais bon, ça fait partie du jeu. Ils n'étaient vraiment pas en forme. Giannis blessé dès le début, tout ça. Et du point de vue de Boston, ils ont joué leur pire basket. Les seules fois où ils ont joué leur basket à eux, ils ont gagné. Donc, on peut aussi dire on attribue le mérite à Miami en sachant qu'on peut dire que, ok, le fait que Boston déjoue peut être aussi lié au fait que euh, les Miami les pousse à déjouer. En fait, on peut aussi voir ça comme ça. Mais on le sait, cette équipe, c'est que les deux équipes, du moins Miami et peu importe l'équipe qu'ils ont en face, c'est que les deux équipes jouent à leur meilleur niveau. Jamais de la vie Miami n'est censé passer. Et dans ce match, précisément, ces finales, je ne vais pas dire le sweep. Moi, je pars pour un limite 4-1, 4-2, allez, je pars pour un 4-2, ça finit au Game 6. Dans le meilleur des cas au Game 5, dans le pire des cas au Game 6. Je ne vois vraiment pas comment cette équipe de Miami, ils peuvent les battre. Ils ont trop d'armes en face, en fait. Ils ont trop d'armes. Et il faut que trop de conditions soient alignées pour que Miami gagne. Donc, on se voit pour le match 2. Je ne sais pas si j'ai dit, bien sûr, Denver a emporté 103, 104 à 93. Et on se retrouve au match 2, dimanche, je crois. Et le débrief, ça sera lundi, probablement lundi.